aujourd'hui, on va aborder une œuvre qui est pas très connue et qui mérite de l'être, qui fait partie des lettres de Platon. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à la lettre 7. Pas simplement parce que le 7 est un joli chiffre, un joli nombre, mais il y a d'autres raisons plus objectives pour lesquelles j'ai choisi la lettre 7. Alors, par rapport à l'immense œuvre de Platon et à tous ses dialogues, les lettres présentent un double intérêt. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de les étudier. Elles sont publiées toutes ensemble dans un seul ouvrage, puisque c'est là seulement où Platon parle à la première personne et il se décrit en action. Donc c'est le double aspect comme dans une lettre où il va employer le jeu et où il va décrire un certain nombre d'actions qu'il a entreprises, notamment en Sicile. Puisque, en effet, dans les dialogues, Platon met en scène beaucoup de personnages, des interlocuteurs. On a évidemment au premier rang Socrate, qui apparaît quand même comme la majeure partie des dialogues, mais aussi Critias, Timée, Théétète, Gorgias, les grands sophistes, l'étranger, vous vous rappelez, l'étranger délai pour le politique et le sophiste. Bon. Donc il met en scène des interlocuteurs et la question est toujours de savoir si ces interlocuteurs le représentent lui, quelle est la part du Platon dans ces interlocuteurs ou adversaires de Platon. Donc il y a toujours, comme dans une mise en scène, ce doute de qu'est-ce que pense réellement Platon. Et d'autre part, dans les dialogues, Platon s'attache essentiellement à développer des éléments théoriques, des enseignements sur ce qu'on a vu, la dialectique, le dialogue, la justice, la vertu, tous les grands sujets platoniciens, mais c'est essentiellement abstrait, théorique. En tout cas, c'est la base cognitive de sa pensée, de sa vision. Donc là, dans les lettres, on voit un Platon plus seulement théoricien, encore un petit peu bien entendu, mais surtout homme d'action. Homme d'action, et il va quelque part nous expliquer, notamment donc dans la lettre 7, comment il a cherché à appliquer donc auprès des gouvernants de Syracuse, en Sicile, les enseignements politiques, sa vision politique qu'il avait développée, notamment dans la République, mais aussi dans le politique, comme on l'a vu, et les lois. Et donc, il va s'inscrire dans une tradition qui ensuite nous connaîtrons mieux, notamment en Occident, une tradition qui va se perpétuer, par exemple avec des philosophes comme Descartes, auprès de la reine Christine de Suède, qui va écrire, avoir tout un échange épistolaire avec Christine de Suède, la reine, mais aussi Voltaire, auprès de Frédéric II de Prusse, aussi Diderot, auprès de la tsarine Catherine II de Russie. Donc il va ouvrir une sorte de tradition qui est celle du philosophe conseiller du chef d'État. Philosophe conseiller du chef d'État, et avec tous les problèmes ou les
les ambiguïtés que cela peut amener. Comme on verra à la fin qu'effectivement, il peut y avoir des malentendus entre le philosophe et le chef d'État. Voltaire, c'était avec qui? Voltaire, c'était avec le Frédéric II de Prusse. Donc, toujours des lettres pour donner des conseils. Et nous verrons que ce lien entre le philosophe et le chef d'État est tout sauf simple. Puisque on peut dire, enfin, j'avance un petit peu, que malgré tout, les tentatives de Platon à Syracuse n'ont pas été franchement couronnées de succès. De là à dire qu'elles ont été un cinglant échec, bon, il y a un pas, mais c'est pas très loin. Mais c'est intéressant, justement, de voir cette problématique, parce que c'est une problématique qui peut être revisitée aujourd'hui. Alors, il écrit des lettres alors que le genre épistolaire n'est pas très développé à son époque, même si, par contre, il le sera plus tard. Un siècle plus tard, on va avoir les fameuses lettres d'Épicure, les lettres à Ménécée, à Pythoclès, à Hérodote aussi. Donc là, il va y avoir tout un genre épistolaire qui va se développer, et aussi avec les stoïciens. Puisque là, l'habitude se prend de d'écrire à ses disciples, à ses amis, à ses relations, pour apporter des conseils, partager des interrogations, une vision. Mais à l'époque de Platon, c'est un genre littéraire qui n'est pas très développé encore. Donc là, il fait figure un peu de pionnier dans le genre. Alors, la plupart des lettres de Platon, qui sont au total au nombre de 13. Il y a 13 lettres, en tout cas connues aujourd'hui. Elles sont censées toutes avoir été composées à la fin de sa vie. Donc des œuvres de grande maturité à l'époque des tout derniers dialogues, et notamment lorsque déjà Platon écrit les lois. C'est cette dernière œuvre qui restera d'ailleurs inachevée. Donc ce sont des œuvres de fin de vie. Et c'est d'autant plus intéressant puisque là il a une expérience, notamment dans le domaine politique, à nous faire partager. Donc les lettres décrivent un destin. Il ne faut pas souffrir inutilement. Voilà. On souffre déjà suffisamment pour ne pas souffrir en plus inutilement. Vous êtes sûr que c'est au minimum? Oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Que ces lettres décrivent le destin de Platon, qui va s'inscrire dans l'histoire de la Grèce, en général, et de la Sicile en particulier, depuis la seconde moitié du 5e siècle, avant notre ère, jusqu'à la fin de la première moitié du 4e siècle. Donc, seconde moitié du 5e siècle, avant notre ère, jusqu'à la fin de la première moitié du 4e siècle. Donc une courte période, qui est une période extrêmement mouvementée, en Sicile, mais aussi dans le Péloponnèse. Et donc les relations entre la Sicile et le Péloponnèse aussi sont tout sauf simples, notamment entre Athènes, Sparte, confédération qui se crée, et la Sicile étant vraiment placée dans un carrefour d'influence, ça va être très agité. Alors, pourquoi parmi ces 13 lettres parler tout particulièrement de la lettre 7 ? Bien parce que c'est la plus longue, c'est la plus complète. Elle raconte vraiment
l'expérience de Platon en Sicile, hein, donc c'est une sorte d'autobiographie pour cette période-là, et aussi parce qu'elle a été de tout temps considérée comme authentique. Ce qui n'est pas le cas des autres lettres sur lesquelles il y a toujours un doute encore aujourd'hui, savoir si c'est vraiment Platon qui les a écrites ou un compagnon, quelqu'un qui le connaissait bien, qui l'aurait écrit à sa place. Hein. Par contre, sur la lettre 7, il y a peu de doutes. Ça a fait l'objet de beaucoup d'études, de recoupements par rapport aux événements, par rapport au style. Enfin, je vous passe toutes les recherches qui ont été faites par les experts. Mais aujourd'hui, notamment Luc Brisson, qui est quand même une référence sérieuse, très sérieuse dans ce domaine, dit qu'il considère qu'elle est authentique. Hein, donc on peut vraiment considérer que c'est bien Platon qui l'a écrite. Elle s'adresse, comme d'autres lettres, n'est pas la seule, mais la lettre 7 s'adresse aux proches et aux partisans de Dion. Dion, D-I-O-N, Dion de Syracuse, qui, comme on le verra, est un jeune homme, enfin en tout cas Platon va le connaître alors qu'il est jeune homme, qui va être fasciné par la vision platonicienne, par l'enseignement de Platon, et qui va jouer un rôle important aux côtés de Platon pour essayer d'apporter un peu de philosophie dans le gouvernement de Syracuse. Et en même temps, c'est le beau-frère, Dion est le beau-frère du gouvernant, tyran de Syracuse, Denis Ier. On reviendra tout à l'heure. Donc, elle s'adresse aux partisans et aux proches de Dion pour leur expliquer quel a été vraiment son rôle, son action à Syracuse, et pour leur conseiller la modération, puisque cette lettre est écrite quelque temps après l'assassinat de Dion. Puisque il y a toute une histoire que l'on va voir. Et donc Platon explique aux familiers de Dion et à ses partisans quelle a été son histoire à lui et quels conseils il peut leur donner pour éviter le bain de sang à Syracuse. Alors, je vais vous lire un certain nombre d'extraits de la lettre, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment Platon écrit et qu'est-ce qu'il dit. Mais on va resituer un petit peu l'histoire, puisque cette lettre est évidemment très imbriquée dans l'histoire de la Sicile et d'Athènes à cette époque. Alors, Platon appartient à l'aristocratie athénienne. Il est né en 428 ou 427 avant Jésus-Christ à Athènes, et la famille de son père, Ariston, descend, dit-on, de Codros. Codros, C-O-D-R-O-S, c'est le dernier roi d'Athènes, très ancien, roi parfois dit légendaire, qui a régné au XIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, au moment où, avant les invasions, les fameuses invasions doriennes, des Doriens. Donc, le père de Platon se rattache à toute une génération d'hommes extrêmement célèbres, dont ce dernier roi d'Athènes. Donc, beaucoup de prestige est associé à la famille de son père. Et c'est sur la famille de sa mère qu'on sait le plus de choses. Ses ancêtres, alors là du côté maternel, remontent jusqu'à Solon. Jusqu'à Solon, qui est qui fait partie de ce qu'on appelle les 7 sages
de la Grèce, au 7e siècle, et dont on dit dit de Solon qu'il serait allé en Égypte, et que c'est là qu'il aurait récupéré un certain nombre d'enseignements égyptiens, et qu'il aurait aussi compris la différence entre la mentalité égyptienne et la mentalité grecque. On dit qu'un prêtre égyptien aurait dit à Solon, mais vous les Grecs, de toute façon vous ne serez toujours que des enfants. C'est-à-dire, il y a des choses que vous ne comprendrez jamais de manière très profonde. Il y a un certain nombre de choses qui sont perdues. Vous les verrez différemment, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui vont passer. Donc, héritier, descendant de Solon, par la famille de sa mère. Et celui du XIe siècle, il s'appelait combien ? Codros. Codros. C-O-D-R-O-S. Codros. Alors, on sait peu de choses sur son enfance et sa jeunesse, sauf que, à peu près aux alentours de 18-20 ans, il fait la connaissance de Socrate. En 404, la ville d'Athènes doit adhérer, puisqu'il y a eu une défaite face à Sparte, Athènes doit adhérer à la confédération du Péloponnèse. Et cette confédération du Péloponnèse met en place un régime oligarchique. On avait vu un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une oligarchie ? C'est pouvoir détenu parmi un petit nombre de personnes détenteurs de richesses. Donc c'est un régime oligarchique qui a mis en place, et l'un des chefs de file de ce régime est Critias, qui est l'oncle de la mère de Platon. L'oncle de sa mère. Donc c'est quand même très, très proche, un des chefs de file de ce régime oligarque. Et il y a une commission constituante qu'on appelle les 30, commission constituée de 30 membres, qui est mis en place et qu'on appelle de manière réduite les 30, qui s'arrogent les plus hauts pouvoirs à Athènes. Donc c'est un régime oligarchique, mais qui va devenir pas tyrannique, puisque la spécificité de la tyrannie est que le pouvoir est dans les mains d'un seul homme, mais qui va commettre beaucoup d'excès, il va faire régner quand même un petit peu la terreur. Et à part ça, au Pirée, donc dans le port d'Athènes, à quelques kilomètres d'Athènes, on a une commission spéciale qui est dirigée par Charmide, qui est l'oncle de Platon. Donc, entre les 30 et cette commission spéciale du Pirée, on a vraiment des proches, très très proches de Platon, qui sont aux commandes. Aussi, Platon, tout naturellement, pense qu'il va se dédier à une carrière politique. Tout le conduirait, disons, à ce type de carrière. Mais les 30 vont commettre donc un certain nombre d'excès, et les oligarques donc sont discrédités, et en 403, la démocratie est rétablie à Athènes. Et les citoyens qui avaient été bannis par les 30, puisqu'il y avait eu beaucoup d'exil et de bannissement, reviennent. Et en 403, il y a donc un régime démocratique qui est mis en place à Athènes, après les excès donc, de ce régime oligarchique des 30. Et donc, Platon, toujours, ne perd pas espoir de jouer un rôle politique dans le cadre de ce régime démocratique qui vient d'être réinstauré. Mais, et vous le savez, un drame va se produire, puisque Socrate, qui avait en fait risqué sa vie en désobéissant à un ordre des oligarques, puisqu'à un moment donné, on lui avait donné l'ordre d'aller chercher un certain Léon de Salamine, qui était un adversaire des oligarques pour qu'il soit jugé et tué, en fait. Ils étaient 4 à qui ces oligarques avaient demandé ce rapatriement de Léon de Salamine, et sur les 4, seul Socrate avait désobéi.
C'est-à-dire que les 3 autres avaient effectivement ramené Léon, mais lui avait refusé d'y aller, et il s'était donc fait un certain nombre d'adversaires, d'ennemis à cette époque. Donc, toujours est-il que le procès de Socrate a lieu, bon ça je ne reviens pas puisqu'on l'a vu dans l'Apologie, et en 399, Socrate est condamné à boire la ciguë. Et ça, c'est un drame, à la fois intellectuel, mais aussi très personnel, qui touche Platon, puisque à partir de ce moment-là, il décide d'abandonner les ambitions politiques pour se dédier à la philosophie. Donc là, il y a vraiment... c'était une voie toute tracée, de par l'origine, la famille de Platon, et 399, rupture, et c'est ce qu'il va expliquer au début de la lettre 7. Je vais vous lire le petit extrait, puisque ça c'est quand même très célèbre dans la vie, bien sûr, de Platon. Alors, c'est pas le tout début, mais c'est deuxième paragraphe. Alors voilà ce qu'explique Platon. Au temps de ma jeunesse, j'ai effectivement éprouvé le même sentiment que beaucoup d'autres jeunes gens. Aussitôt que je serais devenu mon maître, m'imaginais-je, je m'occuperais sans plus tarder des affaires de la cité. Or, voici la situation dans laquelle je trouvais les affaires de la cité. Comme en effet le régime politique d'alors était honni par beaucoup de gens, une révolution se produisit et 51 citoyens prirent la tête de la révolution. 11 exerçaient le pouvoir dans la ville et 10 au Pirée. L'un et l'autre de ces groupes devaient administrer l'agora et tout ce qui concernait la ville. Mais 30 avaient les pleins pouvoirs, qui se posèrent en maîtres absolus. Certains d'entre eux se trouvaient justement être de mes parents et de mes relations, et tout naturellement, ils firent aussitôt appel à moi, comme si j'étais fait pour m'occuper de ces affaires. Donc, les 30 avaient sollicité. De mon côté, je ne conçus aucun étonnement en raison de ma jeunesse. Je m'imaginais en effet qu'ils allaient bien sûr administrer la cité de façon à l'amener d'une vie injuste à une condition juste. Aussi portai-je la plus grande attention à ce qu'ils allaient faire. Donc, explique ce qui va être le fil conducteur de la vie de Platon, d'essayer d'instaurer, d'aider à l'instauration d'une cité juste. Et voilà que je vois, n'est-ce pas, ces hommes faire en peu de temps apparaître comme un âge d'or le régime politique précédent. Il y avait beaucoup d'attentes pour ce régime oligarchique des 30 qui va très vite décevoir tout le monde. Entre autres choses, Socrate, mon ami, qui était plus âgé que moi et dont je pense, je ne rejurais pas de dire qu'il était l'homme le plus juste de cette époque, ils l'envoyèrent avec d'autres chercher un citoyen pour l'amener de force en vue de le mettre à mort, dans le but évident de le rendre complice de leurs agissements, de gré ou de force. Donc on voit comment Socrate aussi a été utilisé par les 30 pour asseoir leur légitimité. Mais lui refusa d'obéir et préféra courir le risque de tout endurer plutôt que d'être associé à leurs œuvres impies. Considérant donc tous ces faits et d'autres du même genre qui n'étaient pas moins graves, je fus indigné et me dissociai des crimes qui étaient alors commis. Or, bientôt tombèrent les 30, et avec eux le régime politique d'alors dans son ensemble. Et voilà que de nouveau, mais avec moins de vivacité, me reprenait le désir de m'occuper des affaires publiques et de politique. Déjà, avec un peu moins de vivacité, vous noterez. Effectivement, à cette époque aussi, car c'était une période de trouble, beaucoup de choses se produisirent dont on pourrait s'indigner. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'au cours d'une révolution, l'hostilité de certains contre d'autres
entraîne des vengeances excessives. À vrai dire, ceux qui revinrent alors d'exil firent preuve de beaucoup de modération. Ceux qui avaient été exilés par les 30, au moment où ils reviennent, bon, ils sont plutôt dans une volonté d'apaisement et de modération. Mais je ne sais par quel hasard, de nouveau, ce Socrate, notre compagnon, des gens au pouvoir le traduisent devant un tribunal, en portant contre lui la plus impie des accusations et celle qui de toutes convenait le moins à Socrate. En effet, c'est pour impiété que les uns traduisirent devant un tribunal et que les autres condamnèrent et firent périr celui qui autrefois n'avait pas consenti à participer à l'arrestation impie d'un de leurs amis alors banni, à l'époque où eux-mêmes, qui étaient bannis, se trouvaient dans une situation difficile. Donc en fait, le problème c'est que ces gens qui restaurent la démocratie, ils vont quand même condamner Socrate. Moi qui bien sûr observais ces choses et les hommes qui faisaient de la politique, plus j'approfondissais mon examen des lois et des coutumes, et plus j'avançais en âge, plus il me paraissait difficile d'administrer correctement les affaires de la cité. Il n'était en effet pas possible de le faire sans amis, sans partisans fidèles. Et ces amis et partisans fidèles, il n'était ni commode d'en trouver à la portée de ma main, car notre cité n'était plus administrée selon les us et coutumes de nos ancêtres. Il fait référence, donc ses ancêtres, à Solon, à ces rois d'Athènes qui sont restés vraiment dans l'imaginaire athénien comme des gens d'une très grande valeur, très grande rigueur aussi, et qui avaient géré les cités de l'époque de manière juste et vertueuse. En tout cas, c'est ainsi qu'ils sont présentés, probablement ils idéalisent un petit peu, mais en tout cas, oui, un peu peut-être moins dans l'injustice ou les excès qu'à l'époque de Platon. Donc il n'était ni possible d'en acquérir de nouveaux sans trop de peine. En outre, les lois écrites et les coutumes étaient corrompues. Et cette corruption avait atteint une importance si étonnante que moi, qui dans un premier temps avait été submergé par une grande envie de m'occuper des affaires publiques, je finis, en considérant la situation et en voyant que les choses allaient absolument de travers, par être pris de vertige et par être incapable de cesser d'examiner quels moyens ferait un jour se produire une amélioration, aussi bien en ce domaine que cela va de soi pour le régime politique dans son ensemble. C'est le passage vraiment le plus connu de la lettre 7, et c'est le seul passage de toute l'œuvre de Platon où vraiment on a vraiment cette décision. C'est Platon qui écrit. En revanche, j'attendais toujours le bon moment pour agir. À la fin, je compris qu'en ce qui concerne toutes les cités qui existent à l'heure actuelle, absolument toutes ont un mauvais régime politique. Là, il n'y a aucune cité qui trouve grâce à ses yeux. En tout cas, dans le monde méditerranéen. Car ce qui en elle se rapporte loi se trouve dans un état pratiquement incurable, faute d'avoir été l'objet de soins extraordinaires aidés par la chance. Et je fus nécessairement amené à dire, en un éloge à la droite philosophie, que c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître tout ce qui est juste, aussi bien dans les affaires de la cité que dans celles des particuliers. Que donc, le genre humain ne mettra pas fin à ces maux avant que ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s'adonnent à la philosophie, n'aient accédé à l'autorité politique, ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s'adonnent véritablement à la philosophie, en vertu de quelque dispensation divine. Donc là, on a le fameux concept du roi philosophe. Donc soit ceux qui sont au pouvoir deviennent philosophes, soit les philosophes acceptent les charges politiques. Il n'y a pas 10 000 solutions. Voilà dans quel état d'esprit je vins en Italie et en Sicile lors de ma première visite. Voilà.
Donc ça, c'est le récit de ce déchirement personnel pour Platon, que de renoncer de manière définitive aux ambitions politiques, mais par contre de s'adonner à la philosophie avec quand même toujours en arrière-plan cette idée que la philosophie est la seule discipline qui permette au régime politique de gouverner avec un peu moins d'injustice. Alors, après la mort de Socrate, plusieurs membres de son entourage, dont Platon, se réfugient à Mégare. Mégare, c'est pas très loin d'Athènes, et pour quelque temps, puisqu'ils craignaient aussi pour leur vie, en fait. Et bon, quand ils voient que les choses se passent plutôt bien, ils regagnent assez vite Athènes. Et donc, c'est là la période entre 399 et 390, donc 399, c'est la mort de Socrate, donc pendant une petite dizaine d'années, qu'il va écrire ses dialogues de jeunesse. Donc Hippias mineur, le Lachès, le Charmide, le Protagoras, le Typhon, enfin un certain nombre de dialogues qu'on a étudiés. Et ensuite, il va se mettre à voyager. Donc, la tradition attribue à Platon des voyages, notamment en Égypte et à Cyrène, donc au nord de l'Afrique. Alors là-dessus, il y a des doutes qui subsistent encore. Que Solon ait été en Égypte, son ancêtre, là, il n'y a pas de doute. Par contre, que lui-même soit allé en Égypte ou à Cyrène, bon, il y a encore des petites questions. Par contre, ce qui ne pose pas question, c'est qu'il soit allé en Italie du Sud et en Sicile, puisque là, c'est attesté par énormément de témoignages et de documents. Donc, en 388, Platon se rend en Italie du Sud pour rencontrer un pythagoricien. Vous savez qu'en Italie du Sud, à Crotone et ailleurs, il y a beaucoup de pythagoriciens encore. Et Platon est très sensible à la philosophie pythagoricienne. Donc il va en Italie du Sud pour rencontrer Archytas de Tarente. Donc c'est pas Crotone, mais c'est Tarente. Archytas, A-R-C-H-Y-T-A-S, Archytas, qui est un pythagoricien à la fois, comme beaucoup de pythagoriciens, philosophe, mathématicien et homme politique. Puisqu'en fait, en Italie du Sud, les pythagoriciens ont joué un rôle politique important. Ils ont eu des charges politiques et ils ont des personnes assez rodées aux politiques. Et donc, pour Platon, cet Archytas de Tarente représente l'idéal du philosophe gouvernant. Voilà. En Archytas, Platon trouve son idéal d'homme philosophe et gouvernant, puisque Archytas, tout pythagoricien qu'il est quand même un des 10 stratèges qui gouvernent la ville. La ville est gouvernée par 10 stratèges, dont ce pythagoricien. Et donc, c'est cette figure qu'on va retrouver en filigrane dans la République, en faisant dire à Platon que c'est possible d'être à la fois philosophe et gouvernant, puisqu'il en a rencontré au moins un. Et fort de cet exemple que lui donne Archytas, Platon va se rendre donc très vite en Sicile. En Sicile, il y a quelqu'un qui gouverne, qui s'appelle Denis Ier, qui est le gouvernant de la Sicile, et qu'on appelle généralement le tyran de Syracuse. Avec ce mot de tyran qui n'a pas la même acception qu'aujourd'hui. Tyran, en Grèce ou en Italie du Sud ou en Sicile de l'époque, c'est celui qui assume seul le pouvoir. Avec, comme on le verra avec Denis Ier, un aspect bien sûr de monarchie, c'est-à-dire que le pouvoir est dans les mains de cet homme qui est seul, mais en même temps
il s'appuie sur évidemment d'autres instances, d'autres magistratures, et surtout sur les lois. C'est-à-dire qu'il ne commet pas d'excès de pouvoir. Donc il va en Sicile et il est accueilli bien par Denis Ier. Alors, Platon ne se fait pas d'illusions, il se rend bien compte que c'est probablement pour des raisons de prestige que Denis Ier l'accueille à sa cour, puisque cela peut faire bien d'avoir à sa cour un philosophe. Et un philosophe déjà de la renommée quand même de Platon, qui a déjà écrit pas mal de dialogues et qui est connu. Et Denis cherche à promouvoir son régime, c'est-à-dire quand même à ce que son régime ait une bonne image et à lui donner une sorte de vernis philosophique. C'est un homme qui va s'entourer, pas simplement d'un philosophe, mais d'historiens, de poètes. Il écrit lui-même des poèmes qui sont déclamés lors des Jeux Olympiques, puisque à cette époque, dans les Jeux Olympiques, il y a des disciplines sportives, mais aussi des disciplines artistiques, intellectuelles, dont la poésie, le fait réciter des rhapsodies. Et donc c'est quelqu'un, c'est un tyran, on dirait éclairé, un despote éclairé, comme il y aura plus tard. Et donc Platon est bien accueilli à la cour de Denis, et c'est à cette cour de Denis que Platon va rencontrer Dion, le fameux Dion, qui est un tout jeune homme, qui est donc le beau-frère de Denis Ier, et ce Dion, ce jeune homme est immédiatement fasciné par Platon et par sa philosophie. Il est, à part cela, diplomate, et il va servir Denis Ier toute sa vie avec beaucoup de loyauté, et il va devenir le disciple de Platon, donc disciple syracusain de Platon, et il décide, sous l'influence de Platon, de changer de mode de vie, c'est-à-dire de devenir plus vertueux, de moins rechercher les honneurs, les richesses, mais d'appliquer les conseils de Platon. Alors Denis Ier va régner assez longtemps, pendant 38 ans, et on dit qu'il est à la fois un tyran populaire, qui se présente comme un défenseur du peuple. Il travaille avec une assemblée, il convoque régulièrement l'assemblée, laisse travailler, dit-on, les magistratures. C'est quand même un tyran qui s'appuie sur un certain nombre d'institutions politiques qu'il consulte et avec qui il gouverne. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a certains aspects d'une monarchie assez absolue. En témoigne cette forteresse qu'il va se construire à Syracuse, le palais. Son palais est une véritable citadelle, une forteresse, puisque c'est une période troublée, mais il n'a pas non plus que des années. Alors, quelques mois après son arrivée en Sicile, Denis Ier va renvoyer Platon, ce qui fait que, en fait, Platon ne parle pratiquement pas de Denis Ier, et le contact avec Denis Ier sera très court et très superficiel. Il est renvoyé, Platon, pas pour des raisons personnelles, probablement à cause des relations qui se détériorent entre Athènes et Syracuse. C'est une période très troublée entre Athènes, Sparte, Syracuse. Et là, les relations se détériorent, puisque Syracuse va soutenir Sparte contre Athènes. Et donc, les Athéniens commencent à être menacés. Et donc, Denis renvoie Platon à Athènes. Et c'est là qu'il y a cette légende ou cette tradition qui dit que sur le chemin du retour, donc de Syracuse à Athènes, Platon aurait été vendu comme esclave.
soit par une machination ou des calomnies, soit parce que voilà, c'était monnaie courante, et il aurait été sauvé par un personnage qu'il aurait racheté parce qu'il l'avait reconnu. Bon, ça c'est un récit qui n'est par contre pas authentifié, mais quand vous lisez des histoires de la vie de Platon, c'est souvent raconté. Alors Platon revient à Athènes, donc après ce très très court passage à la cour de Syracuse, et c'est là qu'en 387, il fonde l'Académie, qui connut tout de suite un grand succès. Je vous rappelle très rapidement, on l'a vu en long et en large, que l'objectif, le programme de l'Académie, c'est de former des gens aptes, par une formation à la fois scientifique, mathématique et philosophique, à administrer des cités dans la justice et la vertu. Bon. Alors, le court passage de Platon à Syracuse a fait que quand même il a créé des liens très forts avec Dion. Si avec Denis, ça c'est resté très très superficiel, par contre avec Dion, voilà, il y a une relation très forte. Et ce qui fait qu'en 367, lorsque Denis Ier meurt, et que c'est son fils, Denis II, donc, qui est alors âgé de 30 ans, mais surtout qui n'a aucune expérience politique, puisque son père ne lui faisait pas grande confiance, et l'avait totalement écarté des affaires. Donc Denis II est un jeune homme totalement inexpérimenté au niveau politique, et donc Dion va demander à Platon de revenir à la cour de Syracuse, puisqu'il pense qu'avec Denis II, le fils de Denis Ier, il y a une possibilité pour faire de ce gouvernant un philosophe gouvernant, ou un gouvernant philosophe. Dion est plein d'espoir, et il demande donc à Platon de revenir. Donc ça sera le deuxième voyage de Platon à Syracuse, en Sicile. Il voit là l'occasion, Dion, mais aussi Platon, de mettre en pratique ce qu'il est en train d'écrire dans La République. Et il souhaite donc transformer, enfin tous les deux, la tyrannie de Syracuse en une royauté présentant une plus grande conformité avec le modèle idéal de la République. Et là, donc, on a un certain nombre de passages de la lettre 7 qui nous racontent ce rêve, enfin, ou cette ambition, à la fois de Dion et de Platon, de faire de cette cour de Syracuse une cour plus exemplaire. Alors, je vais vous lire quelques petits passages où il raconte, puisque, bon, vous savez sûrement qu'on a beaucoup écrit sur cette expérience politique de Platon en Sicile. Ça a fait couler beaucoup d'encre, et donc là c'est vraiment intéressant de voir ce que Platon lui-même pense, et dans quel état d'esprit il était. Alors, c'est aussi dans cet état d'esprit qu'il écrit, Platon, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, notamment auprès des partisans de Dion, pour savoir exactement quel rôle ils ont joué tous les deux. Alors, voilà ce que dit Platon un petit peu après. Dans mes relations avec Dion, qui était alors jeune, puisqu'il y a à peu près une vingtaine d'années d'écart entre Platon et Dion, donc il était alors jeune, je risque fort de n'avoir pas compris qu'en lui faisant connaître à travers mes enseignements ce qui me semblait être le meilleur pour l'humanité, et en lui conseillant de mettre cela en pratique, je travaillais sans le savoir à assurer d'une certaine manière le renversement de la tyrannie.
C'est-à-dire, là, il reconnaît que peut-être il a sous-estimé les conséquences, notamment pour Dion, du fait de vouloir apporter la philosophie à la cour de Syracuse. Je vous rappelle que plus tard, Dion est assassiné. Donc, Platon, lui, sauve, mais parce qu'il y a énormément de machinations, de calomnies qui courent sur le fait que, en fait, certains font courir la rumeur que Dion et Platon veulent prendre le pouvoir, veulent renverser Denis II, et c'est pour ça que leur vie ne va pas être facile, qu'ils seront exilés en résidence surveillée pour Platon, et qu'à la fin, il y a une machination qui est montée pour assassiner Dion et toute sa famille. Alors, donc là c'est intéressant parce que on dit bon, je risque fort de n'avoir pas compris que en enseignant à Dion, eh bien j'allais participer au renversement de la tyrannie, donc me mettre dans une situation délicate. Dion, c'est sûr, avec l'extrême facilité qu'il avait à assimiler aussi bien les enseignements que je lui donnais, alors que toute autre forme de savoir, mis à m'écouter avec une attention et une ardeur que n'égala jamais aucun des jeunes gens que j'ai rencontrés. Pardon. Donc là, on a vraiment un disciple de Platon avec Dion. Et il consentit à passer le reste de son existence à vivre autrement que la plupart des Italiens et des Siciliens, faisant plus de cas de la vertu que du plaisir, et de ce qui par ailleurs relève de la luxure. Par suite, il vécut en butte à l'opposition toujours plus affirmée de ceux qui vivaient en se conformant aux mœurs du tyran, et cela jusqu'à la mort de Denis Ier. Mais après cela, il résolut de ne plus jamais garder pour lui seul l'état d'esprit que lui-même tenait de la rectitude de mes enseignements. Or, cet état d'esprit, il le voyait s'installer chez d'autres, non pas chez beaucoup de gens, mais chez certains, au nombre desquels il estima qu'il pourrait compter Denis II, à condition que les dieux prêtassent leur concours. C'est-à-dire, bon, il voit en Denis une possibilité d'un enseignement aussi philosophique. Et si à son tour Denis II acquérait un tel état d'esprit, il en résulterait une vie d'une incroyable félicité pour lui et pour les autres Syracusains. En outre, effectivement, il s'imaginait qu'il fallait que de toute façon, je vienne à Syracuse le plus rapidement possible pour m'associer à la chose, en rappelant avec quelle facilité mes relations avec lui avaient contribué à susciter en lui le désir de la vie la plus belle et la meilleure. Et si pour l'heure il réussissait avec Denis II ce qu'il avait entrepris, il avait les plus grands espoirs, tout en évitant les effusions de sang, les meurtres et les atrocités qui, à l'heure qu'il est, se sont produits, de ménager à tout le pays une existence heureuse et conforme au vrai. Donc là, c'est assez émouvant de voir que vraiment, il y avait de la part de Dion, surtout, de Platon peut-être un peu moins, mais surtout chez Dion, ce rêve de faire de Denis II un philosophe. Ayant formé ce juste projet, Dion persuada Denis II de m'envoyer chercher, et lui-même, dans la lettre qu'il m'envoyait, il me priait de venir le plus rapidement possible, de toute façon, avant que d'autres personnes ayant des relations avec Denis II ne le détournassent vers une autre vie que la meilleure. Donc, c'est Denis II, poussé par Dion, qui va écrire à Platon en lui demandant de venir, et de venir vite, parce que, bon, il sent bien que y a beaucoup d'autres courtisans qui pourraient l'orienter vers un autre type de vie. Alors, un petit peu plus loin. Alors,
un petit peu plus loin, il dit, voilà le genre de conseils que je vous donnerai. Ces conseils, d'accord avec Dion, je les donnais aussi à Denis II. Donc, quel conseil Platon va-t-il donner à Denis, avec l'aide de Dion et l'accord de Dion? En premier lieu, vivre chaque jour de façon à devenir le plus possible maître de soi. Et à se gagner des amis fidèles et des partisans pour éviter de subir le même sort que son père, qui s'étant emparé en Sicile de plusieurs grandes cités dévastées par les barbares, n'avait pas été capable, après les avoir colonisées, d'établir en chacune d'elles un régime politique sûr aux mains d'hommes qui fussent ses partisans, qu'il s'agisse de purs étrangers, d'où qu'ils vinssent, ou de ses frères plus jeunes qu'il avait lui-même élevés, simples particuliers dont il avait fait des chefs, gens pauvres qu'il avait dotés d'une exceptionnelle richesse. Donc là, c'est intéressant, parce qu'on voit quel conseil donne-t-il de devenir maître de soi, le plus possible, et surtout de se gagner des amis fidèles et des partisans, donc, c'est-à-dire qui partageraient cette même vision, et de pouvoir faire en sorte que ses amis et ses partisans aient le pouvoir dans d'autres cités, mais pour éviter de retomber dans ce qui a été fait dans le passé, ne pas les doter d'une richesse trop grande, parce que là c'est évidemment corruption, timocratie évidente. Donc, de former d'autres personnes capables d'administrer d'autres cités avec lesquelles faire un réseau de cités plus vertueuses. Ce qui, évidemment, n'a pas été réalisé par Denis Ier. Et un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, tout cela, je l'ai dit, dans le dessein de conseiller les amis et les parents de Dion. Mais le conseil que précisément je leur donne en sus, en plus, c'est le même conseil que je vous donne, le même discours que je tiens pour la 3e fois déjà à vous les 3e. C'est-à-dire, il y a eu des conseils donnés à Denis Ier, des conseils donnés à Denis II. Et là maintenant, il recommence, il continue avec les partisans et les proches de Dion. La 3e génération. Vous voyez quand même qu'il est constant, il est obstiné. C'est le même conseil que je vous donne pour la 3e fois, vous les 3e, que la Sicile, que toute cité qui se trouve ailleurs, c'est du moins mon avis, soit asservie non à des despotes, mais à des lois. Il est en train d'écrire les lois, c'est-à-dire, voilà, pour éviter les déviances, la dégénérescence des systèmes politiques, il faut vraiment s'asseoir sur des lois, et des lois, évidemment, plus justes possibles. Le despotisme, en effet, n'est ce qui vaut le mieux, ni pour ceux qui sont asservis, ni pour ceux qui ont asservi. Aussi bien pour eux que pour leurs rejetons et pour les enfants de leurs enfants. C'est au contraire une entreprise totalement vouée au désastre. Il n'y a que les âmes qui ont un caractère mesquin et servile pour aimer se jeter sur de tels avantages. Parce qu'elles ignorent totalement ce qui est juste et bon pour l'avenir, et pour le moment présent, aussi bien dans le monde des dieux que dans celui des hommes. Voilà donc ce dont moi j'ai entrepris de convaincre en premier lieu Dion, en second lieu Denis II, et en 3e lieu vous maintenant. Donc, de s'appuyer sur le pouvoir des lois. Et enfin, un autre petit élément, toujours sur les conseils qu'il va donner. Aussi, faut-il toujours que les vainqueurs, lorsqu'ils ont vraiment à cœur le salut de la cité,
choisissent parmi eux ceux d'entre les Grecs qu'ils savent d'expérience être les meilleurs. Ça, c'est la préférence de Platon pour l'aristocratie, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs, ou la monarchie, mais toujours les meilleurs. Avant tout, des hommes âgés, qui ont femme et enfants à la maison, qui comptent parmi leurs ancêtres le plus grand nombre possible d'hommes de bien et de personnages illustres, et qui possèdent tous une fortune suffisante. Pas énorme, mais minimale, pour éviter les excès. Or, pour une cité qui compte un nombre relativement important de citoyens, ce serait assez de 50 hommes de la sorte. Donc, pas un, mais une cinquantaine d'hommes de bien, qui ont, qui ont fait leurs preuves, dont on sait par expérience que ce sont des hommes de bien. Eh bien, ces hommes-là, il faut, à force de prières et d'honneurs qui soient les plus importants possibles, les faire venir de chez eux, puis, parce qu'ils n'auront pas forcément envie d'avoir le pouvoir, mais les faire venir de chez eux, puis, lorsqu'ils seront venus, leur prier, les recommander, une fois qu'ils auront prêté serment, d'instituer des lois, de n'avantager ni vainqueurs ni vaincus, mais d'assurer l'égalité et de favoriser la communauté dans l'ensemble de la cité, de ne favoriser personne, d'avoir un traitement juste et équitable pour tous. Et une fois ces lois instituées, tout alors dépend de ceci. Si en effet les vainqueurs eux-mêmes montrent une soumission aux lois plus grande que celle des vaincus, partout régneront salut et bonheur, et tous les maux seront bannis. Voilà, un peu pour montrer quel état d'esprit a Platon, quel conseil il va donner. Donc, une grande importance accordée aux lois et aux constitutions. Et cette égalité, à un autre moment, il va dire aussi égalité entre les hommes et les femmes. Ce qui, pour le monde grec de l'époque, est extrêmement révolutionnaire. Bon, voilà quelques petits extraits que je voulais lire par rapport à donc, l'influence qu'il va essayer d'avoir auprès de Dion et de... Alors, qu'est-ce qui se passe? L'accueil qui lui est réservé est d'abord excellent. C'est-à-dire que Denis II, le jeune homme qu'il est, montre beaucoup d'enthousiasme pour l'enseignement de Platon et les conseils. Il va y avoir pas énormément d'entretiens entre Platon et Denis. On dit qu'il y aura surtout un entretien, mais peut-être par l'intermédiaire de Dion, il y a un peu plus d'influence. Mais très vite, des sujets de discorde apparaissent et qui sont énormément grossis par un certain nombre de calomniateurs qui n'ont absolument pas intérêt à ce que Denis II suive les conseils de Platon. Et c'est à partir de ce moment-là, et donc très vite, dès cette deuxième arrivée de Platon à Syracuse, que Dion et Platon vont être soupçonnés de complot et de vouloir prendre le pouvoir à Syracuse. Toujours est-il que Dion donc, va être banni, donc va être exilé, et Platon, contraint de rester, placé en résidence surveillée. C'est-à-dire il est placé dans la citadelle même de Denis II, avec interdiction d'en sortir. Donc, système de résidence surveillée. Et finalement, il y a une expédition militaire en Italie du Sud qui oblige plus ou moins Denis II à laisser partir Platon, après lui avoir fait promettre de revenir. Et donc,
Platon va repartir pour la deuxième fois pour Athènes, où il va reprendre ses activités à l'Académie. Il reprend son activité d'enseignement, il poursuit son œuvre, et c'est à cette période qu'il va écrire les dialogues qu'on a étudiés récemment, le Théétète, Parménide, le Sophiste, le Politique et le Timée. C'est-à-dire, voilà, les grandes œuvres, grands dialogues de Platon vont être écrits à ce moment-là. Alors, une fois que la paix est plus ou moins rétablie, Denis II va rappeler une deuxième fois pour lui, mais ça sera le troisième voyage de Platon à Syracuse, mais pas Dion. C'est-à-dire que là, Dion, lui, il est quand même un petit peu sur la touche, et donc il demande à Platon, Denis II demande à Platon de revenir, mais pas Dion. Et donc, Platon se méfie un petit peu, il ne comprend pas bien cette restriction, puisque, bon, il se doute bien qu'avec Dion, les choses sont un peu plus compliquées. Et donc, Platon commence par refuser à y aller. Mais, pas mal de pression s'exerce sur Platon, et finalement, il décide de revenir, pas tant pour convaincre Denis II, dont il comprend bien que ça sera très difficile de faire de lui un philosophe, mais surtout pour s'occuper des affaires de Dion. Parce qu'il sent bien qu'il y a peut-être anguille sous roche, et les promesses de Denis II vis-à-vis de Dion ne seront pas forcément tenues. Donc, le troisième voyage de Platon à Syracuse a essentiellement pour objectif la défense des intérêts de Dion, qui, entre-temps, puisqu'il était exilé de Syracuse, a fréquenté l'enseignement de l'Académie. Donc il a été un disciple assidu de l'Académie. Et donc, voilà que Platon revient troisième fois à Syracuse. Et là, on va faire une petite pause. Alors, donc, troisième voyage. Et quand Platon donc revient pour la troisième fois à Syracuse, il va soumettre en quelque sorte Denis à un petit test pour voir si réellement l'amour affiché de Denis pour la philosophie est réel ou pas. Et en fait, le test auquel il va le soumettre, un test simplement en discutant, va faire apparaître aux yeux de Platon la vanité de sa passion pour la philosophie. Puisqu'en fait, Denis va même ne pas hésiter à écrire un ouvrage de philosophie qu'il signe de son nom, alors qu'il a finalement très peu côtoyé Platon. Et donc, entre autres, Platon se rend compte que c'est un peu comme pour Denis Ier, cet amour affiché pour la philosophie n'est en fait qu'une volonté de prestige, ou de présenter une façade positive, mais qu'en fait, Denis II pas du tout s'approprier l'enseignement platonicien. D'autre part, il va faire preuve d'une évidente mauvaise foi, notamment concernant Dion et la gestion des biens de Dion, puisqu'il promet de sauvegarder ses biens, enfin, de s'occuper de la gestion des biens de Dion, qui est exilé. Et en fait,
il ne va pas du tout tenir ses promesses, il va vendre tous les biens de Dion, et ce qui fait que Dion va devenir un tout petit peu plus agressif vis-à-vis de Denis. Alors, à la suite de cette affaire, Platon est cette fois définitivement renvoyé de la citadelle de Syracuse, et craignant pour sa vie même, pour dire que ses séjours à Syracuse n'ont pas été simples. Platon craint pour sa vie, et il fait appel à Archytas de Tarente, son fameux ami, qui réussit à convaincre Denis II de laisser partir Platon. Alors, là, je vais lire un petit extrait, voilà, qui raconte un petit peu ce dernier séjour. Ce dernier séjour. Alors, lorsque je fus arrivé, j'estimais qu'il me fallait commencer par déterminer si réellement Denis II était tout feu tout flamme pour la philosophie, ou si était vaine la rumeur insistante qui, parvenue à Athènes, le disait. C'est-à-dire que là, il faut quand même vérifier. Eh bien, il y a, pour savoir à quoi s'en tenir en ce domaine, un moyen qui n'est pas vulgaire, mais qui convient parfaitement aux tyrans, surtout à ceux qui ont la tête pleine de doctrines mal comprises, ce qui était bien le cas pour Denis II, qui donnait à fond dans ce travers, comme j'en fis moi aussi l'expérience dès mon arrivée. Il faut bien montrer à ce genre d'homme ce qu'est, dans toute son étendue, le caractère de cette activité, le nombre de difficultés qu'elle implique et combien elle comporte de labeur. Là, il parle d'une activité philosophique, c'est-à-dire, il faut bien montrer que voilà, c'est pas, on n'est pas philosophe en claquant des doigts, que ça demande, il y a des difficultés et combien elle comporte de labeur, c'est du travail. Car celui qui a entendu cela, s'il est réellement philosophe, parce qu'il est un homme apte à cette activité et digne d'elle, celui-là estime qu'il a entendu parler d'une voie merveilleuse, que cette voie il doit s'efforcer de l'emprunter sur l'heure, et que la vie ne vaut pas d'être vécue pour qui agit autrement. Ça reprend l'idée qu'on trouve dans notre dialogue, qu'une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Donc le test, pour savoir si vraiment ce Denis est vraiment philosophe, c'est pas dans le discours, c'est de savoir s'il applique le conseil et s'il mène une vie avec examen. Sachant que cette activité demande du temps et c'est du labeur. Donc, normalement, il devrait s'efforcer de l'emprunter sur l'heure. Vous voyez, c'est même pas une question de temps, c'est-à-dire, c'est comme pour ce qui s'est passé avec Dion, qui a décidé immédiatement de changer de vie, d'opérer une conversion. C'est sans examen de conscience. C'est sans examen de conscience ou qu'est-ce que vous entendez par examen là ? Le test, l'examen, c'est beaucoup plus concret, c'est-à-dire est-ce que vraiment il y a changement de vie ? C'est-à-dire, c'est pas simplement d'avoir dans la tête un enseignement, des connaissances, des doctrines, c'est savoir si la personne en question a décidé d'emprunter cette voie, c'est d'appliquer, c'est-à-dire de voir et de vivre sa vie autrement. Et c'est là où justement il se rend compte que Denis II n'a absolument rien changé dans sa vie, qu'il est toujours dans une vie assez légère, avec des banquets, avec beaucoup de superficialité, et qu'il va même s'arroger le droit d'écrire en son nom un ouvrage de philosophie, mais n'est pas authentique. Après quoi, justement, parce qu'il s'est efforcé d'emprunter cette voie et de suivre celui qui montre la voie, il ne relâche pas son effort avant d'avoir atteint le but final,
ou d'avoir acquis la force qui lui permette de conduire lui-même ses pas sans son guide. Voilà précisément de quelle façon et dans quel état d'esprit vit ce genre d'homme qui, quelles que puissent être les occupations auxquelles il s'adonne, s'attache toujours en tout à la philosophie et à ce genre de vie quotidien qui le rend au plus haut point apte à apprendre, à avoir une bonne mémoire et à être capable de raisonner par lui-même tout en restant sobre. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un peu le programme de l'école platonicienne, qui, je vous le rappelle, n'est pas simplement un enseignement, mais un mode de vie. Un mode de vie, c'est-à-dire, voilà, quelles que soient les occupations auxquelles on s'adonne, on s'attache toujours en tout à la philosophie. Et ce genre de vie qui le rend au plus haut point apte à apprendre, donc capable d'apprendre toujours de nouvelles choses, donc de remettre en cause ses acquis, ses convictions, ses opinions, à avoir une bonne mémoire, et à être capable de raisonner par lui-même tout en restant sobre, raisonner par lui-même. Bon, ça c'est l'importance qu'on a vue de la dialectique, du dialogue, penser par soi-même, tout en restant sobre. Il y a aussi cette idée d'une juste mesure qu'on va retrouver évidemment chez les stoïciens, chez les épicuriens, mais qui est déjà dans le mode de vie platonicien et aussi aristotélicien, c'est-à-dire pas d'excès. Les stoïciens vont reprendre la maxime « rien de trop », c'est-à-dire éviter les excès. Par contre, et chez les pythagoriciens aussi, ça y est. Par contre, il passe son existence à détester le genre de vie contraire. Donc, il déteste la luxure, les banquets qui durent toute la nuit, tous les excès, les honneurs. En revanche, ceux qui ne sont pas véritablement philosophes, mais qui n'ont qu'un vernis d'opinion pareil à ceux dont le corps est brûlé par le soleil, ceux-là, en voyant tout ce qu'il y a à apprendre, combien il faut se donner de peine, et que c'est un régime de vie quotidien bien réglé qui convient à cette activité, parce qu'ils tiennent cela pour une chose difficile et qui leur est impossible, ne sont bien sûr pas capables non plus de la pratiquer. Mais parmi eux, il y en a qui se persuadent qu'ils ont appris assez de choses pour être au fait du sujet dans son ensemble, et qu'ils n'ont plus besoin d'affronter d'autres difficultés. Voilà donc en quoi consiste cette expérience claire et infaillible pour démasquer ceux qui vivent dans la luxure et qui ne sont pas capables de se donner la peine qu'il faut, car ce n'est jamais celui qui a montré la voie qu'il faut incriminer, mais soi-même, si on est incapable de mettre en pratique tout ce qu'implique cette activité. Voilà. Donc, c'est assez fort quand même comme vision où, il faut pouvoir assumer, dire, capable, pas capable, mais ne pas vouloir tromper son monde. Là, en filigrane, c'est ce qu'il reproche évidemment à Denis II, de vouloir jouer aux philosophes, mais de ne pas l'être. Et le test est très concret, c'est voir comment il vit. C'est pas tant ce qu'il peut répéter comme enseignement, c'est son mode de vie. Voilà donc ce qu'alors je dis à Denis II. Voilà. Cela étant, je m'abstins, moi, de tout exposer dans le détail. D'ailleurs, Denis II ne l'exigeait pas. Là, on voit quand même qu'il reste prudent. C'est-à-dire, il explique bien un certain nombre de choses, mais il ne va pas tout exposer dans le détail. D'ailleurs, Denis II ne l'exigeait pas. Bon. Car il affectait, lui, de savoir beaucoup de choses, les plus importantes même, et d'être au fait sur le sujet par suite de l'enseignement que lui avaient dispensé les autres. Voilà. Donc, une certaine suffisance de la part. Voilà, ce qui va poser, pose vraiment toujours le problème essentiel de ce texte, qui est le rapport entre philosophie et politique. Dans quelle mesure l'homme politique peut-il vraiment
s'approprier le discours philosophique, ou est-ce que ce n'est que le philosophe n'est qu'un faire-valoir, en fait. Et on cite tel philosophe, mais en fait, bon, de manière assez superficielle. Bon, ça me rappelle quelque chose, mais je ne vous le dirai pas. Si. Or, par la suite. Or, par la suite, j'entends aussi dire qu'il a lui-même écrit sur ce dont il a alors entendu parler un traité dont il revendique la composition et qui ne doit rien à cela même dont il a entendu parler. J'en ignore tout d'ailleurs, c'est-à-dire que il écrit en son nom sans tenir Platon au courant. J'en sais d'autres qui ont écrit sur les mêmes choses, mais quels que soient ces gens, ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Pourtant, il y a au moins une chose que je puis affirmer avec force concernant tous ceux qui ont écrit ou qui écriront, eux qui tous se déclarent compétents sur ce qui fait l'objet de mes préoccupations, soit qu'ils en aient entendu parler par moi ou par d'autres, soit qu'ils prétendent en avoir fait eux-mêmes la découverte. Ces gens, du moins, c'est mon avis, ne peuvent rien comprendre en la matière. Alors, là, il y a un élément très intéressant dans la lettre 7. Bon, je ne vais pas trop en revenir parce qu'on l'a déjà traité dans la problématique de l'enseignement oral. Vous vous rappelez Platon. Mais je vais vous lire quand même le tout petit passage parce qu'il revient sur cette idée que rien ne vaut l'oralité. Vous vous rappelez, dans le Phèdre, il y a le fameux mythe de Teut qui dit « Oh là là, bon, le fait d'écrire, bon, ça fait que les discours tombent dans n'importe quelle main et que rien ne vaut l'oralité. » Et on avait vu que dans ce que certains appellent l'enseignement oral de Platon, il y aurait eu des éléments transmis qui n'auraient jamais été écrits. Donc le Phèdre, c'est une référence pour l'enseignement oral de Platon, mais la lettre 7 est l'autre référence essentielle qui apporte vraiment des arguments à l'appui de cela. J'ai voulu lire, c'est pas très long, parce que quand il dit, bon, de toute façon, ceux qui écrivent, bon, ils ne sont pas forcément légitimes pour écrire ce qu'ils écrivent. Donc, méfions-nous de l'écrit. Alors, je voulais le petit passage là-dessus parce que... Dans la bouche de quelqu'un qui a écrit ce parle, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Parce que ça pose question. Pourquoi quelqu'un qui était si prudent et si réservé, et si parfois même critique vis-à-vis de l'écrit, a jugé nécessaire de tant écrire? C'est vrai. Là, c'est vrai que ça permet de voir que c'est un homme entre deux périodes, puisque l'écrit n'est pas encore très développé à son époque. Et il y a vraiment probablement un sentiment une nécessité de transmission et de pérennité. Et il juge que son époque a besoin de cela, même si, à titre personnel, plus intime, il se méfie beaucoup du fait de coucher par écrit ses enseignements. Donc c'est paradoxal et justement c'est intéressant parce que ça pose question. On dit bien, les paroles s'en vont, les écrits restent. Oui, mais lui pensait le contraire. Mais il a fait le contraire, ce qu'il a écrit. Oui. Ah, c'est pour ça qu'il est prudent parfois dans ses écrits. Que comme il dit là, j'ai pas tout expliqué à Denis parce que il reste très prudent. Parce que on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais un certain nombre de choses qu'il a écrites pouvaient lui valoir procès, comme pour Socrate. Il est marqué quand même toute sa vie par le procès de Socrate. Et donc prudence, et notamment avec les hommes politiques. Qui vont utiliser en fait à leur profit. Bon, c'est une petite parenthèse, mais comme on a étudié ce sujet, ça me semble intéressant. Alors,
Voilà. Il reprend un petit peu en quoi consiste l'enseignement platonicien, en fait, son enseignement. Or, après beaucoup d'efforts, lorsque sont frottés les uns contre les autres, ces facteurs pris un à un, noms et définitions, visions et sensations, lorsqu'ils sont mis à l'épreuve au cours de contrôles bienveillants et de discussions où ne s'immisce pas l'envie, vient tout à coup briller sur chaque chose la lumière de la sagesse et de l'intelligence, avec l'intensité que peuvent supporter les forces humaines. Donc, il y a cette image de la dialectique, hein, du dialogue qui frotte, hein, c'est-à-dire les concepts, une sorte de va-et-vient toujours. Voilà bien pourquoi aucun homme sérieux qui s'occupe de questions sérieuses ne se risquera jamais, tant s'en faut, à faire tomber, en écrivant de pareilles questions dans le domaine public, où elles seront exposées à l'envie et à la perplexité. On pourrait dire que cette expérience du dialogue, de la dialectique, où on frotte les éléments, enfin, il y a ce corps à corps, cette confrontation, ce va-et-vient permanent, entre soi-même, l'autre, mais avec les concepts, les opinions, vous vous rappelez, les hypothèses, tout ça, fait qu'il y a une expérience où tout d'un coup on voit briller la lumière, que c'est intransmissible, quelque part, c'est indicible, et surtout, l'homme sérieux ne se risquera jamais à écrire, à faire tomber dans le domaine public ce type de questions, parce qu'elles seront exposées à l'envie, la jalousie, la non-compréhension, et à la perplexité. Et le fait que ça ne va pas éclairer davantage le processus. Donc il y a des choses indicibles, qui ne peuvent être transmises que par vraiment une expérimentation qui est très, très, très difficile à décrire. Alors, voilà ce qu'il pense donc de Denis II, et qu'en fait, il n'est philosophe que de manière très superficielle. Alors, il s'en va, donc cette fois, il quitte définitivement la Sicile, et sur le chemin du retour, il va s'arrêter dans le Péloponnèse, et il va rencontrer Dion, dernière fois, à l'occasion des Jeux Olympiques, en 360. Là, c'est très précis. En 360, il rencontre Dion. Et là, c'est aussi très intéressant, Dion est un peu excédé par l'attitude de Denis, et Dion prépare une expédition militaire contre Denis. Donc là, il y a vraiment un changement dans l'attitude de Dion, qui était alors diplomate, pacifiste, conciliateur, mais il considère que Denis va trop loin dans l'injustice et dans comment il va gérer ses affaires. Et donc, il prépare une sorte d'expédition contre Denis. Et là, Platon intervient. Et là, Platon pense qu'il est nécessaire de clarifier son point de vue auprès des partisans de Dion, puisque Platon serait beaucoup plus pour une œuvre de conciliation. Alors, l'intention de Dion est de remplacer le régime tyrannique par un régime constitutionnel, mais cela va tourner mal pour Dion, qui, après moult événements, finalement, est assassiné sous ordre de Denis, ainsi que toute sa famille. Donc en 354, Dion est assassiné, et Denis va, puisqu'il avait été écarté un moment du pouvoir, il va revenir et régner de nouveau de 346 à 347. Et entre-temps, en 347, Platon, lui, il meurt à Athènes, sans avoir pu convaincre Dion de renoncer à son complot, son intervention. Et c'est là où il y a vraiment, les deux destins se séparent. Platon
jusqu'à la fin, essayant de modérer les ardeurs de Dion. Et il meurt, Platon en 347, alors qu'il est en train d'écrire les lois, cette œuvre magistrale aussi très importante, où il montre toute l'importance d'avoir une bonne législation. Alors, c'est pour ça que la lettre 7 est adressée aux partisans et aux proches de Dion, pour continuer les conseils de modération, de conciliation. Puisque Platon a appris que la voie de la violence n'est jamais positive. Puisque de toute façon, c'est créer ou entretenir un enchaînement de volonté, de vengeance, violence, et qu'il faut toujours mieux prôner la modération, la conciliation. Et là, on voit que c'est une œuvre aussi vraiment de vieillesse, parce que autant aussi les lois prennent de la distance par rapport à ce qui est écrit dans la République, et Platon a davantage conscience des difficultés qu'il y a à influencer de manière philosophique ceux qui nous gouvernent. Donc c'est une explication de qu'est-ce qui s'est passé lors de mes différents voyages à Syracuse, et comment finalement, bien sûr c'est un échec. C'est un échec pour Platon, mais c'est surtout un échec pour Dion, qui lui a peut-être encore davantage cru que Platon à la possibilité d'instaurer un régime plus philosophique, et plus constitutionnel, plus basé sur des lois que sur le pouvoir d'un seul. Alors, voilà, disons rapidement cette lettre qui est vraiment très très belle, qui est très complète sur donc, ces fameux voyages de Platon à Syracuse. Alors, quelques commentaires sur que cette lettre pose le problème donc de la relation entre le philosophe et l'homme politique, le chef d'État. Puisque on pourrait penser que le champ d'action du philosophe est celui d'établir des normes idéales. C'est un petit peu ce que Platon écrit dans la République, c'est-à-dire il décrit qu'est-ce que pourrait être la cité idéale. Donc avec des objectifs, des normes, des critères qui peuvent sembler parfois utopiques. Mais dans la République, Platon se situe vraiment dans ce plan idéal, de comment on pourrait rêver une cité idéale et juste. Il n'a pas l'intention de l'appliquer telle qu'elle. C'est ça la grande différence entre la République et les lois. Dans les lois, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, c'est plus dans le monde sensible qu'il parle, puisqu'il va même expliquer comment il faut organiser des banquets, notamment le rôle des femmes. Enfin, c'est beaucoup, on sent qu'il a beaucoup appris aussi quand même de ses voyages et toute son expérience. Et c'est moins dans le plan idéal qui s'exprime que dans la République. Donc, mais il n'empêche que souvent on attend d'un philosophe qu'il donne des normes. Donc il se situe dans ce plan idéal, alors que le problème du chef d'État, un homme politique, est qu'il doit gérer le quotidien. C'est-à-dire prendre vraiment corps avec le monde si contradictoire de la réalité, et que là, il y a donc vraiment parfois incompréhension parce que chacun agit sur un plan différent. Et la tentative justement conciliatrice de Platon est de se demander si les deux plans pourraient se rejoindre dans ce rôle du conseiller, du philosophe conseiller du chef d'État. Alors,
là, il y a aussi dans la lettre 7 des éléments qui permettent pas de répondre à la question, mais d'apporter des arguments sur le fait de savoir si ils peuvent coexister les deux. Platon, à un moment donné, dans la lettre 7, assimile le chef d'État à un capitaine de navire. Il dit, bon, un chef d'État, c'est un capitaine de navire. De navire. Vous voyez que les images, elles sont très anciennes. Alors, capitaine de navire, ça veut dire quoi pour Platon? Et c'est là peut-être la naïveté, ou le côté utopique qu'il a eu. C'est qu'il dit, pour modifier la course d'un navire, il suffit de convaincre le capitaine. Le fait de donner cette analogie entre le chef d'État et le capitaine de navire, dit, bon, le capitaine de navire, il est maître à bord. Donc il suffirait de convaincre le capitaine pour qu'il puisse faire prendre la bonne direction à son navire. Et c'est probablement ce qui était la motivation de Dion et Platon. On convainc Denis, on en fait un philosophe, et ça suffira pour qu'il puisse faire prendre la bonne direction au navire, c'est-à-dire à la cité. Donc il y a cette image, et là peut-être une naïveté, parce que la chose est plus complexe. On n'est pas forcément exactement dans la même possibilité d'avoir les commandes d'un navire ou d'une cité. Donc il y a peut-être une sous-estimation des contraintes et de toute la problématique politique. Il y a une autre image qui est intéressante. Il compare le philosophe à un médecin qui soigne. Mais, comme il le dit, un médecin qui soigne celui qui veut être soigné. Donc c'est une image aussi intéressante. C'est que le philosophe ne peut pas soigner quelqu'un qui ne veut pas être soigné. Donc il dit, le médecin n'accepte de donner ses conseils qu'aux malades disposés à les suivre. C'est pour ça que, quelque part, il a considéré finalement son œuvre assez inutile auprès de Denis, parce que Denis n'avait pas vraiment l'intention d'appliquer les conseils de Platon. Donc à la limite, mieux peut-être aurait même valu ne pas intervenir, ne pas donner ses conseils, puisque très vite il a pu se rendre compte qu'il n'était pas prêt à suivre. Donc l'idée qu'en fait la marge de manœuvre d'un chef d'État n'est pas forcément celle d'un capitaine de navire, elle est plus réduite. Et que le conseiller philosophe ne peut pas forcément se rendre compte si celui à qui il donne des conseils est prêt à les suivre ou pas. Parce que ce n'est pas dans le discours que ça se juge, mais c'est dans les actes. Alors, je vais vous lire encore un tout petit extrait là-dessus, qui est intéressant par rapport à ces images, parce que là on est vraiment au cœur de la problématique du lien entre philosophie et politique, où il y a ces fameuses... Voilà, quand on donne des conseils à un homme malade et qui suit un mauvais régime, la première chose à faire pour le ramener à la santé est de changer son mode de vie. Là, il y a vraiment l'analogie entre l'homme non philosophe qui est le malade et le philosophe qui est le médecin. Et si le malade accepte d'obéir, il faut dès lors lui faire encore d'autres recommandations. En revanche, s'il refuse de se soigner, celui qui renoncerait à conseiller un tel malade, je le tiendrai pour un homme et pour un médecin.
Mais celui qui se résignerait à lui donner d'autres conseils, je le tiendrais au contraire pour quelqu'un qui n'est ni un homme, ni un médecin. Et il en va bien de même pour une cité. Quel est à sa tête un seul homme ou plusieurs? S'il s'agit de conseiller quelque chose d'avantageux à un régime politique qui suit comme il convient la bonne voie, donner ses conseils aux dirigeants d'une telle cité serait le fait d'un homme de bon sens. Mais s'il s'agit de conseiller des dirigeants qui s'écartent tout à fait d'un régime politique correct, qui refusent absolument d'en suivre la trace, qui en revanche avisent au préalable leurs conseillers de laisser leur régime politique tranquille et de n'en rien changer en le menaçant de mort s'il change quelque chose, et qui lui ordonnent de se faire le serviteur de leurs souhaits et de leurs désirs, en leur indiquant par ses conseils de quelle manière ses souhaits et ses désirs se réaliseront le plus facilement et le plus rapidement une fois pour toutes. Celui qui se résignerait à donner ce genre de conseils, je le tiendrais pour quelqu'un qui n'est pas un homme, tandis que celui qui ne le supporterait pas, je le considérerais comme un homme. C'est-à-dire, là, il exprime bien, on dirait aujourd'hui, l'instrumentalisation qui peut être faite du philosophe par le chef d'État. Donc, là, vous voyez, il est plein de cette expérience. C'est-à-dire, si on voit que le chef d'État, le gouvernement, applique et est en bonne volonté pour appliquer les conseils, très bien. Et on peut continuer à lui donner des recommandations. Et sinon, il ne faut surtout pas le faire. Parce que ce n'est pas à faire preuve de bon sens que de s'entêter si on voit que de toute façon, soit les conseils ne sont pas suivis, soit, comme il le dit, les conseils, où le philosophe devient le serviteur de leurs souhaits et de leurs désirs. C'est-à-dire que le philosophe, finalement, manipulé, utilisé pour, finalement, justifier la politique de l'homme politique, du chef d'État. Même si ce qui est fait est le contraire de ce qui est... Ça, c'est toute l'ambiguïté de ce lien entre le philosophe et l'homme politique. Oui, mais le philosophe doit laisser faire. Il doit se retirer. Voilà, disons, c'est la conclusion à laquelle il arrive. S'il voit que de toute façon, les conseils ne sont pas appliqués, ou qu'il n'y a pas une réelle volonté d'appliquer les conseils, mieux vaut effectivement se retirer. Et continuer à enseigner, à former, à éduquer, mais avec une vision beaucoup plus à moyen et long terme. C'est pas ne plus rien faire, mais c'est continuer à éduquer. Et à éduquer qui ? Les citoyens, enfin tous les citoyens, pour qu'un jour, il puisse peut-être y avoir un plus grand nombre de gens vertueux et capables d'appliquer ces principes. Voilà donc l'état d'esprit qui est le mien quand quelqu'un vient me demander conseil sur un des points les plus importants de sa vie, par exemple sur la possession de richesses ou le soin à donner au corps ou à l'âme. Voilà. C'est-à-dire, là on voit bien que il devient plus prudent. Si sa vie de tous les jours me semble avoir pris une certaine tournure, ou s'il paraît être d'accord pour obéir à mes conseils sur ce pourquoi il me consulte, je mets tout mon zèle à le conseiller. Et je ne m'arrête qu'après m'être religieusement acquitté de ma tâche. Donc, il n'a rien perdu de sa détermination. Mais si on vient lui demander conseil. Mais si quelqu'un s'abstient de me demander tout conseil, ou s'il est clair qu'en aucune façon il ne suivra mes conseils, je ne vais pas, sans y avoir été convié, aller trouver un tel homme pour lui donner des conseils et le contraindre, fût-il mon propre fils. Il devient très philosophe, finalement. C'est-à-dire, bon, voilà, on voit un homme là qui a vécu. Donc, et c'est pour ça qu'il rappelle que de toute façon, la vie philosophique
est une vie de labeur, est une vie d'études, d'investigation, et qui est parfois incompatible avec le mode de vie d'un chef d'État. En tout cas, le mode de vie suivi par la plupart des chefs d'État. Donc là, c'est une lettre très, qui pose beaucoup de questions, qui est très touchante sur ces liens qui ne sont pas du tout aussi évidents entre le rôle du philosophe et le rôle du politique, ou de conseiller, disons, politique. Et donc il dit, voilà, le chef d'État en général considère le philosophe moins comme un conseiller que comme un garant qui justifie son action passée et surtout comme un instrument de prestige. La grandeur du chef d'État se voit rehaussée lorsqu'à l'opulence et au succès militaire vient s'ajouter la maîtrise de la parole et surtout des idées. Mais une véritable vie intellectuelle exige qu'on consacre beaucoup de temps et d'énergie à l'étude et qu'on mène une vie radicalement différente de celle de la plupart des chefs d'État. C'est pas qu'elle serait pas totalement impossible, cette vie vertueuse du chef d'État, mais complexe, parce qu'il est soumis à beaucoup de pressions, et notamment des pressions très, très court terme. Donc, on a un contre-exemple qui viendra plus tard avec Marc Aurèle, par exemple, qui, bon, tout empereur qu'il était, et toujours pratiquement parti au front pour défendre le limès, les limites de l'Empire, a pu quand même, la nuit, sous sa tente, écrire des pensées. Mais... Justement, la différence est énorme. Marc Aurèle était lui-même philosophe. Oui. Il ne s'entourait pas des conseils d'un philosophe. Il Oui. était lui-même philosophe. Et je trouve que dans cette lettre, Platon insiste beaucoup sur le rôle de conseil. Or, Conseiller. Un philosophe n'est pas un conseiller. Un Oui. philosophe est un éducateur. Oui. Il n'a pas à conseiller à un dictateur ou à un dirigeant de faire telle ou telle chose. Oui, oui. Il a éventuellement à lui rappeler les valeurs essentielles qui sont les siennes. Oui, mais il faut se rappeler aussi que quand même Marc Aurèle était le disciple d'Épictète, c'est-à-dire l'ancien esclave, c'est-à-dire voilà, il a été formé. Mais c'est vrai que là on a le cas de ce que pourrait être l'idéal platonicien, vraiment d'un gouvernant philosophe. Comme quoi, là c'est pas impossible. Mais disons, soit on arrive à ça, soit pourquoi Platon dans cette lettre parle du rôle de conseiller? Parce qu'il se rend bien compte que la conversion, par exemple, qu'a réalisé Dion, ni Denis I, ni Denis II ne l'a faite. Parce qu'à ce moment-là, il aurait pu avoir cet espoir d'un gouvernant philosophe. On est en bonne voie avec la philosophie introduite à l'école primaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 oui. Ah, mais ça, j'en suis convaincue. C'est-à-dire, bon, si les philosophes... il n'y a pas les conditions aujourd'hui évidentes pour que les philosophes aient le pouvoir, ou que ceux qui ont le pouvoir deviennent philosophes. Donc, le rôle des philosophes est d'éduquer, et le maximum de citoyens dès le plus jeune âge. Alors là, je suis entièrement d'accord. Alors, je voudrais simplement finir, si vous avez 2 minutes, par la lecture de la fin d'un article qui était paru dans le Figaro Magazine du mois de juillet 2013, donc cette année. Je ne sais pas si vous aviez vu, ils ont toute une série d'articles qui s'appelait « Les 7 merveilles de la pensée occidentale ». Donc c'est une série d'articles, commencé par Platon. Ensuite, il y a eu Saint-Augustin, Descartes, Kant, Nietzsche, enfin bon, les grands philosophes, et avec des entretiens avec vraiment des spécialistes, des philosophes spécialistes de chacun des philosophes traités. Et là, pour Platon, c'est un excellent entretien avec Monique Cantos-Perber, qui est la grande spécialiste de la pensée grecque, avec Luc Brisson, ils sont tous les deux les 2 références incontournables, qui a été responsable de l'école normale supérieure pendant une dizaine d'années, qui est une femme tout à fait exceptionnelle. Et donc, la première question, c'était quelle scène de son existence vous semble le mieux personnifier Platon? Et elle répond, nous savons fort peu de choses de la vie de Platon, même si anecdotes et légendes à portée biographique abondent à son sujet. Toutefois, la lettre 7
que Platon adresse aux parents et aux amis de Dion de Syracuse se réfère aux événements qui l'amenèrent à renoncer à toute vie politique pour se consacrer à la philosophie. On se représente aisément le drame, à la fois intellectuel et personnel, dans lequel Platon, lucidement, douloureusement, s'écarte d'un chemin de vie tout tracé. Bon, ça c'est le début. Et à la fin, je trouve qu'il y a une très très belle conclusion, qui est celle-ci. Alors le journaliste lui demande, bon, mais qu'y a-t-il de totalement pérenne encore aujourd'hui chez Platon, puisque Monique Anthos-Berber est une des grandes amoureuses de la pensée platonicienne. Qu'y a-t-il de totalement pérenne encore aujourd'hui? Et elle répond, ses questions, ses doutes, ses critiques. J'ajouterai aussi sa méthode et l'exigence intellectuelle que sa pensée incarne. Après Platon, la naïveté philosophique est impossible, et aucune réponse qui s'occupe de satisfaire au consensus ou de respecter la bien-pensance n'est acceptable. Je pense qu'en disant ça, elle pense en partie à la lettre 7, qui fait preuve de beaucoup de prudence. Son analyse de la démocratie, par exemple, est terrible par ses conclusions, lorsqu'elle met en avant la force des passions dissolvantes à l'œuvre dans les démocraties, le désir sans limite de l'égalité, l'impossibilité de résister à la démagogie, l'impuissance à fonder les décisions politiques sur le savoir ou l'expertise, la menace constante d'instabilité qui fait que parfois une démocratie se transforme en une tyrannie. Ça, c'est l'enseignement qu'on trouve dans la République, quand les régimes se succèdent les uns aux autres. C'est pour ça que c'est vrai que Platon a des mots très durs envers la démocratie, mais que bien souvent on l'a présenté comme un opposant aux démocraties, ce qui n'est pas juste, qui est beaucoup plus complexe que ça. Platon a déjà aperçu la plupart des risques, et aucune apologie convenue de la démocratie ne résiste en face de ses analyses. Ce n'est pas pour autant qu'il faut cesser de combattre en faveur de la démocratie, mais la naïveté n'est plus permise. Platon a placé la barre très haut, si je puis dire. Je trouve que c'est très juste, pour ne pas tomber dans des apologies de la démocratie ou d'une naïveté. Enfin, je trouve que son expression de la naïveté n'est plus possible, puisqu'il nous a expliqué toutes les dérives possibles, et qui sont tout à fait actuelles, les corruptions, les excès, timocratie. L'autre héritage de Platon, c'est l'esprit de libre pensée qui flotte parfois au-dessus de ses textes. C'est un travail philosophique sans préjugés, soumis à la seule rationalité, qui examine toutes les hypothèses et peut parfois aboutir à des conclusions fort surprenantes pour un homme de son temps. Par exemple, quand il présente dans la République de quelle façon sélectionner les gouvernants au cours de leur éducation, il devient rapidement clair que les femmes sont concernées autant que les hommes. Et qu'il y ait des gouvernants ou des gardiennes ne semble en tout cas pas exclu. Platon va dans les lois jusqu'à recommander l'organisation de banquets publics de femmes comme un lieu préservé de l'espace public qui ferait sortir les femmes du gynécée. Donc là, c'est un visage assez peu connu de Platon qui encourage les femmes à sortir du gynécée pour faire de la politique. Y a-t-il un précepte platonicien qui ait dirigé votre vie? Dernière question. Socratique ou platonicien, un précepte très simple, mais auquel on n'échappe pas, une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. Voilà, où elle reprend donc une formule qu'on trouve dans le dialogue de Platon. Socratique ou platonicien, voilà. Une vie sans examen ne vaut pas, n'est pas digne d'être vécue. Donc cette petite conclusion sur le côté politique me semble intéressant pour montrer l'actualité en fait de ces écrits qui peuvent toujours nous aider à y voir un peu plus clair sur nos régimes et les dérives auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, qui sont à la fois les mêmes et différentes, évidemment, d'il y a 2500 ans. Voilà pour cette belle lettre 7